Bonjour à toutes et à tous, Bien-Air Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, comme vous le savez, et le jeudi c'est Work and Rise. Work and Rise qui met donc en avant les professionnels du monde du basketball et au-delà du monde du sport. Donc Work and Rise, c'est maintenant. Bienvenue dans Ball and Rise pour la thématique donc Work and Rise, avec un invité, j'ai envie de dire, influent dans le basket francilien. Et pour cause, il est également président d'une association Comore Basket, pour le basket qui met en avant le basket en France et un peu partout en Afrique. J'ai donc le plaisir de recevoir dans l'épisode 2 de Work and Rise, Monsieur Karim Osman. Bonjour Karim. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. La forme? Oui. Ok, nickel. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci, je t'en prie, de Work and Rise. Sans plus attendre, dis-nous qui tu es. Qui est Karim Osman? Donc, qui je suis ça va être long, donc on va essayer de synthétiser. Synthétise, on a le temps déjà qui donc, tu es, d'une manière générale, voilà. Je suis d'origine comorienne, donc je suis dans le basket depuis très longtemps. J'ai été tour à tour joueur, entraîneur, arbitre, statisticien, préparateur physique. Préparateur physique, ouais. Et donc, Dunker un peu aussi? Oui. À tes heures perdues? Pendant très longtemps, oui. Ouais, d'accord. Et donc, actuellement, donc, je suis vice-président du club de basket de Juvisy en National 2. D'accord. Je suis aussi donc toujours sélectionneur de l'équipe nationale de basket des Comores, masculin. Et je suis aussi directeur des sports de la ville de Juvisy. Je m'occupe des infrastructures et de tout ce qui est planning des associations et d'occupation des terrains. D'accord. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc je suis aussi président de Comores Basket, qui est donc une association qui a pour but le basket pour tous partout. Et donc j'essaie d'aider au développement du basket dans mon pays d'origine, les Comores, mais aussi d'aller former les joueurs et les entraîneurs en Afrique. D'accord, voilà. Très bien, nickel. Comment est-ce que tu es arrivé au basket? Comment je suis arrivé au basket? Je dirais tout simplement, en fait, comme beaucoup, j'ai fait beaucoup de sport avant. J'ai fait du foot, du rugby, la natation, même du baseball. D'accord, très bien. Et le 6 février 88 exactement, lors du All-Star Game à Chicago, de la NBA. Dominique Wilkins contre Michael Jordan au final de Slam Dunk Contest. Exactement. En fait, j'avais un ami qui est là aussi, qui avait le câble, parce qu'à l'époque, sans le câble, on ne pouvait pas regarder le match. Et donc, il nous a invités pour aller voir le basket, parce que lui jouait. D'accord. Et donc, c'était une découverte pour moi. Et quand j'ai vu le concours de ce match, le concours de dunk, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et tout de suite. Oh ouais, ça a été un coup de foudre en fait avec le basket. Et donc du coup, pendant 2 ans, j'ai fait mes games dans la rue, en streetball. Et au bout de la 3e année, il y a des amis qui m'ont dit il faut que tu viennes en club avec nous. Et donc j'étais au club de basket d'Antony, qui est mon club d'origine, dans les Hauts-de-Seine, où je suis resté 14 ans. D'accord. Et ensuite, je suis parti pour Juvisy, où ça fait ma 6e saison. D'accord, très bien. Tu fais donc partie aussi du comité 91? Tout à fait, j'ai été élu au comité de l'Essonne il y a 1 an. Et donc je suis au pôle développement. Et là, il y a peu, le 28 janvier, j'ai été aussi nommé à la commission fédérale club. D'accord, félicitations. Voilà. Merci. Avec, je crois qu'avec près de 10 000 votes, quelque chose à quelque chose près. Ouais. À peu de choses près, voilà. C'est ça. Ouais. Voilà, donc ça met en avant le fait que tu fais du bon boulot. On essaye. 10 000 votes, voilà, c'est pas négligeable. On essaye, mais bon, c'est en fait, comme beaucoup de gens de ma génération, on est des passionnés de basket et on essaie de redonner aux autres ce que le basket nous a donné en fait. Le giving back. Le giving back, exactement. C'est exactement ça. Ton regard, parce que tu travailles beaucoup avec les jeunes, hein, c'est ça. Quel est ton regard un peu sur le basket francilien et sur le basket au-delà
sur l'ensemble du territoire hexagonal, au niveau de la formation notamment? Deux choses. La première, c'est que en tout cas dans le basket francilien, on a énormément de talent, que ce soit un garçon ou un fille. Et pour parler un tout petit peu des filles, je trouve dommage qu'avec toutes les filles qui sortent de la région parisienne, qui sont en ligue féminine, qu'on n'ait pas une équipe en haut niveau en Île-de-France. Et pour revenir un peu. Ouais, c'est incroyable parce que de tête là, je ne sais plus, mais j'avais dû voir un chiffre comme 30 ou 35% de joueuses françaises qui sont issues de la région parisienne en ligue. Et je trouve ça, c'est ça, c'est énorme et je trouve que c'est vraiment un gâchis qu'on n'ait pas une équipe. Le seul moment entre guillemets où on peut voir des matchs de la ligue, c'est pendant l'Open. Oui, l'Open féminine au mois de septembre. À Bercy, ouais. Et je trouve ça un peu dommage quoi. Et pour revenir donc à ta question, donc en effet, je fais beaucoup de choses pour les jeunes. Là, on est sur la 9e année des centres Génération Basket dans l'Essonne. D'accord. Et on a beaucoup de talent. Il suffit juste d'aller voir le All-Star Game Île-de-France, U20 et autres. On a des gamins mais vraiment super. Ensuite, je trouve que c'est dommage parce que les jeunes, ils veulent tout de suite. Après, c'est la société actuelle qui veut ça. Avec les moyens technologiques qu'il y a. Les réseaux sociaux, etc. Tout le monde veut aller vite. Ouais. Et donc, ils veulent aller vite. Non seulement ils veulent aller vite, mais ils ont des capacités, des qualités athlétiques qui sont au-dessus de nous au même âge. Mais par contre, ça manque un peu de lecture de jeu, de QI basket. Puis surtout, les jeunes vont se contenter si on leur donne des entraînements, ça va leur suffire. Ils vont se contenter de peu. Voilà, exactement. Ils vont pas être comme nous à notre époque où c'est vrai, on avait les 2 entraînements en club, mais on passait la moitié de la journée après les cours, après les devoirs dehors en train de jouer, de courir. En tout cas, on était tout le temps en mouvement, en perpétuel mouvement, de l'activité physique, on en faisait. Tout le temps. Bon, après, il faut dire qu'à notre époque, on n'avait pas les portables, il n'y avait pas le Netflix, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait s'occuper autrement. Voilà, exactement. Et donc, je pense que il devrait avoir plus de moyens mis en place pour que ces gamins puissent s'entraîner. Quelque chose de très simple que moi j'essaie de mettre en place dans ma ville, parce que donc, je suis responsable des sports dans ma ville, c'est de mettre à disposition les gymnases pendant les périodes de vacances pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'entraîner. Et je sais que dans beaucoup de villes, y compris dans ma ville d'origine, Antony, les écoles ont des gymnases. Et pendant les vacances, ils restent fermés. Et je trouve que c'est un gâchis, quoi. Parce que ces gymnases-là, il suffit juste de trouver quelqu'un ou de signer des conventions entre les écoles, les établissements scolaires et les clubs pour mettre à disposition et laisser les jeunes s'entraîner alors qu'on a les infrastructures, mais ils sont inoccupés pendant les vacances. Et je trouve ça un peu dommage. C'est dommage. Ouais. Il y a Covid. Les gens diront, il y a Covid, on ne va pas prendre de risques. Bon, le seul souci, c'est que malheureusement, les jeunes, ça les fait s'ankyloser. Bon voilà, ils ne sont pas comme toi et moi, des briscards, donc ils ont besoin de. Voilà, ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin d'être actifs, surtout à leur âge, parce que sinon, en fait, ils vont se retrouver à nos âges, vu que nous on bougeait beaucoup. On était une période où il n'y avait pas de confinement, de couvre-feu. Voilà, on était, entre guillemets, libres de nos mouvements. Quand les papas et mamans, les parents nous laissaient sortir, aller jouer avec les potes. Enfin voilà, le fait comme ça d'interdire, voilà, de restreindre les activités pour les jeunes, sachant que eux, ce sont pas fondamentalement, ils sont pas trop dangereux les uns pour les autres. C'est plutôt, vu que ce sont pour la plupart des porteurs sains, comme on dit, c'est plutôt dangereux s'ils sont en rapport avec des adultes. Mais s'ils sont entre eux, pourquoi pas les laisser, voilà.
s'entraîner, s'exprimer, bref, bouger. Je veux dire, c'est très très restreignant et c'est dommage que voilà, l'État soit aussi dur et rigide sur cette question-là. Qui est du mouvement. Quand on est jeune, on a besoin de bouger, on a besoin de s'exprimer physiquement, entre guillemets. Voilà. Donc, non, mais c'est clair que aussi bien le confinement que le couvre-feu, là ça fait donc le mois de mars, ça fait depuis plus d'1 an qu'on est dans la crise sanitaire. Ouais. Et déjà avant la crise sanitaire, la société, moi je trouve que c'était beaucoup sédentarisé par rapport à nous. Et c'est vrai que le confinement et le couvre-feu n'aident pas beaucoup à ce que les jeunes bougent. Et d'ailleurs, il suffit juste de regarder le bond qu'a eu Netflix et Amazon Prime pour les abonnements, pour savoir que maintenant les gens sont devant leur écran. Puis voilà, c'est devenu une habitude. Et j'espère vraiment que l'État saura prendre les mesures et tenir compte du monde amateur, parce que le monde professionnel continue à tourner, entre guillemets, et que, en effet, au moins pour les mineurs, au moins pour les jeunes, qu'on les laisse accéder au gymnase pour pouvoir pratiquer une activité physique. Non, c'est très important. Est-ce que tu peux nous parler un peu des événements qui se sont déroulés il y a de cela quelques temps à Juvisy? Oui, en fait, c'est pas vraiment à Juvisy. Donc, depuis quelques semaines, il y a une montée de la violence chez les jeunes, chez les ados. Beaucoup de jeunes de moins de 15 ans. Malheureusement, l'Essonne, on est le département le plus touché. Et comme vous savez, donc Juvisy est dans l'Essonne. Nous, à Juvisy, on n'a pas trop de problèmes pour le moment et on espère que ça va continuer. Mais il y a eu une jeune de tuée à Limours, un autre à Hyères. Là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, à Champigny, il y en a un qui est passé très près avec un coup de couteau près du cœur. Il y a une semaine, c'est la jeune Aïssa à Argenteuil qui a été tuée par deux de ses camarades. Hier, c'est un jeune qui a fait passer à l'acte. Elle a tué son professeur. Donc, qui a appelé la police apparemment. Et la police est intervenue à temps et donc il n'a pas eu le temps de passer à l'acte, mais on a échappé au pire. Et donc je pense malheureusement que, en plus donc, que tous ces jeunes-là ne soient pas en activité, ne bougent pas, restent à la maison, regardent les séries, les jeux vidéo. Donc ils ont tendance à certains à tout mélanger et à plus savoir quelle est la réalité. Parce que je sais que nous, bien sûr qu'il y avait des fois des histoires entre guillemets de bandes ou quoi que ce soit, mais jamais on aurait pensé aller atteindre des extrêmes de ce type. Pour une histoire de territoire ou d'amour ou autre. Et je pense justement que ça devrait faire réfléchir, parce que là, il y a 2-3 jours, je regardais l'émission et il y avait un spécialiste qui était sur le plateau qui expliquait que malheureusement le manque d'activité physique entraînait aussi, n'aidait pas en tout cas à ce que ces jeunes-là se canalisent. Et je pense que, en tout cas que ce soit le ministère des Sports ou au sommet de l'État, ils devraient prendre compte de ça et permettre aux jeunes de pratiquer les activités, de reprendre les activités en tout cas. Maintenant, revenons à l'aspect purement basket, notamment concernant la nouvelle génération. Quels sont les axes d'amélioration que toi tu verrais dans pas seulement le recrutement, mais dans la mise en lumière des jeunes talents? Plusieurs choses. Je pense que c'est quelque chose en tout cas que j'ai remarqué, parce que j'ai la chance avec Driss Paris de pouvoir bouger en Afrique par les événements, les Driss Open House. L'événement 3-3. 3-3, tout à fait. Et je remarque aussi bien sur le continent que dans mon pays d'origine, les Comores, la création de beaucoup d'académies, les académies de basket.
Et nous en France, souvent on voit dans les académies une concurrence au basket entre guillemets fédéral. Et moi je pense plutôt que c'est un complément. C'est un complément et je pense qu'il faut laisser permettre aux personnes qui sont passionnées, qui sont motivées, qui veulent créer des choses justement pour accompagner ces jeunes, que ce soit sur le plan physique, technique, tactique, etc. Et même humain, scolaire aussi, de pouvoir mettre en place ces projets et surtout ne pas les en empêcher parce que de toute façon, tôt ou tard, ces structures vont voir le jour. Oui, bien sûr. Et donc moi je pense qu'il vaut mieux plutôt les accompagner et avoir un partenariat avec eux plutôt que de vouloir les mettre à l'écart. Et d'ailleurs ce sujet, parce que je connais bien ton projet et je pense que ton projet va rencontrer un succès énorme parce que les jeunes ont besoin de ça. C'est pas 2 entraînements ou 2 entraînements et demi par semaine qui vont permettre de progresser. Il faut une pratique quotidienne, surtout pendant les vacances où on a beaucoup plus de temps et où les clubs justement ferment. Parce que bon, pendant les vacances scolaires, il y a à part les équipes premières, les équipes seniors ou les équipes à un certain niveau, les autres catégories, U17, U15, même U20, s'ils ne sont pas en élite, ne s'entraînent pas. Donc chaque fois il y a les 2 semaines de coupure, puis après il faut reprendre. Donc permettre à ces académies de voir le jour et de les accompagner et d'envoyer nos jeunes, ça peut être que bénéfique aussi bien pour les jeunes mais aussi pour les équipes qu'on a nous en club. Est-ce que tu peux nous parler de ta tournée en Afrique, avec Drills notamment? Qu'est-ce que tu penses, déjà qu'est-ce que tu penses du basket africain et qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Bien sûr, il y a eu la BAL, la création de la BAL, la Basketball Africa League. Et qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour faire concurrence aux plus grands championnats mondiaux? L'Europe. C'est tout simple. En fait, déjà pour parler un peu des Driss Open House, en fait, on est parti du Jean-Marc, donc à Loumont, le directeur de Driss, m'a contacté il y a 5 ans et donc il partait du constat qu'il n'y avait pas d'équipe africaine en 3-3, que ce soit au championnat du monde ou au jeu ou même dans le circuit mondial, le World Tour, 3-3 World Tour. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, pour pouvoir y accéder, c'est un classement ATP. C'est comme le classement de tennis ATP, donc plus on fait de tournois, plus on a 2 points. Et arrive un moment, donc ils bloquent le classement et les 16 meilleures équipes sont invitées. Et il y a 0 équipe africaine. Or, il y a des petites nations de basket, entre guillemets, comme la Mongolie, les Philippines, qui participent et d'autres qui sont présents. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas le niveau, parce qu'il y a du talent en Afrique, dans tous les pays. C'est un problème financier. Parce qu'ils n'ont pas de sponsors pour pouvoir voyager, aller dans les hôtels, payer les billets, etc., s'équiper pour pouvoir faire. Donc on s'est dit, vu que les équipes africaines ne peuvent pas aller pour le moment, eh ben nous on va ramener des tournois vers ces pays-là qui vont leur permettre d'engranger des points, mais surtout c'est un concept où, parce qu'on est plusieurs personnes dans l'équipe, où on va former aussi bien les entraîneurs, les joueurs, on va former les dirigeants aussi et les ETM à pouvoir gérer Event Maker, qui est le logiciel qui gère le 3-3 au niveau mondial, pour qu'une fois qu'on est parti, ils puissent continuer à organiser des tournois et surtout à les déclarer pour pouvoir engranger des points et pouvoir envoyer leurs équipes nationales aux compétitions internationales. Et donc, pour revenir un peu à ta question, donc, moi j'étais très surpris par le niveau des joueurs. Moi j'ai vu des joueurs qui sont à Niamey, à Conakry, à Lomé, au Congo. Au Congo j'y étais pas, mais j'ai vu le tournoi. Ce sont des joueurs qui ont vraiment un niveau ils peuvent facilement aller sur le circuit. Et sont des gens surtout qui ont envie d'apprendre.
Ça fait du coup, moi ce qui me plaît, c'est que on leur apprend des choses, mais on apprend aussi beaucoup d'eux. Et c'est l'échange qui est vraiment très enrichissant. Et je pense que, comme on dit souvent, Africa is the future. Donc il faut compter sur le continent africain, sur les joueurs africains dans le futur, parce que quand ils vont commencer à avoir les moyens de pouvoir se déplacer et aller sur les circuits, il y aura beaucoup de changements. Maintenant, on arrive au terme de l'interview. Hein. Quel serait ton mot de la fin pour ponctuer notre entrevue aux jeunes générations, filles et garçons, qui souhaiteraient devenir pro? Déjà, je commencerai par une citation qui n'est pas de moi, mais que je donne toujours à mes joueurs. Je leur dis toujours qu'il n'y a que dans les dictionnaires où le mot réussite est avant le mot travail. Et qu'il faut, quand on a un projet, quand on a un but, un objectif, c'est se donner le moyen pour y arriver. Et ça commence par le travail. On ne peut pas faire toujours la même chose et espérer un changement. Donc des jeunes qui rêvent d'aller à la NBA ou d'être pro, il y en a des milliers. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je fais le travail pour être dans les premiers, parmi ce millier? Et c'est là que ça peut coincer. Donc il faut surtout aussi garder en tête aussi pour ces jeunes qu'une carrière professionnelle, ça dure 15, allez, on va dire au top de la forme, peut-être 20 ans. Mais se demander aussi qu'est-ce qu'on va faire après. La reconversion. Justement. Donc du coup, c'est pour ça que je dis toujours aussi à mes jeunes, allez-y, vous avez des rêves, très bien, donnez-vous les moyens d'y aller, mais surtout assurez votre après-carrière. Obtenez un diplôme. Une fois que vous avez votre diplôme, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça tombait bien parce que nous, à Juvisy, donc en équipe première, on a eu la chance pendant des très longues années d'avoir des joueurs. On a eu 2 en particulier qui étaient ingénieurs. Et donc ça permettrait aussi de montrer aux jeunes qu'on peut allier aussi bien le scolaire et le basket entre guillemets semi-professionnel ou de haut niveau. Et donc il faut se dire que si on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver, mais il suffit juste de donner le moyen. Et il n'y a pas de limite, la seule limite c'est nous. Donc il faut y aller. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Karim. Merci pour l'invitation. Merci pour ta disponibilité et ton professionnalisme, vraiment. Et on te souhaite tout le bien possible pour Comor Basket et pour tes nouvelles fonctions au sein du comité directeur du 91 et pour le club de Juvisy et l'ensemble de la ville de Juvisy et au-delà du département d'Essonne. Merci à toi et plein de succès et de réussite pour Banana Rise aussi parce que c'est un super projet et tu peux toujours compter sur moi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup BNR Community. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Work and Rise. Ball and Rise, the future is now. N'oubliez pas, vous êtes chez vous et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Merci beaucoup. Bonne semaine.